Bonjour à tous. On a eu l'occasion d'échanger autour d'un café dans le quart d'heure qui vient de précéder. Nous sommes très heureux donc, à l'École centrale de Nantes d'accueillir cette intervention autour d'objets connectés et cybersécurité. Cette intervention, donc, Laetitia Riveraud à mes côtés, chargée de projet formation, l'a préparée avec nos 3 intervenants. Cette intervention se situe dans le cadre de notre activité de formation continue à l'École centrale de Nantes. Nous travaillons effectivement sur le montage d'un certain nombre de programmes de formation et nous avons un parcours de formation donc, que nous évoquerons à un moment donné dans la matinée autour de la cybersécurité. Je vais laisser Laetitia Riveraud présenter très précisément nos 3 intervenants et le déroulé donc, de cette présentation. Bonne matinée à tous. Alors, rebonjour. Donc, je vais vous présenter les 3 intervenants. Donc, pour cette thématique, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, qui était les objets connectés sont-ils une porte ouverte aux hackers. Donc, nous avons Astrid Marie Pierson, donc Discox, société d'assurance, Anne Lupfer, donc de Provadis, et Jean-Sylvain Chavannes, délégué régional donc de l'ANSSI. Donc on va procéder, je vais les laisser se présenter, voilà, 5 minutes chacun pour présenter leur activité et en quoi ils interviennent sur la thématique cybersécurité auprès des entreprises. Bonjour à tous, donc Astrid Pierson, Discox. Merci. Je ne vais pas vous mettre tout ce qu'il y a sur la slide parce qu'il y en a beaucoup. Ce que je voulais simplement vous dire à propos d'Hiscox, c'est un assureur qui existe au Royaume-Uni depuis très longtemps, qui existe en France depuis 20 ans et aux États-Unis depuis à peu près aussi longtemps, et qui voilà, a la particularité de procéder avec vraiment une approche, un besoin, un produit. Ça fait très longtemps qu'on accompagne les professionnels de l'informatique sur le risque RC professionnel en particulier, donc c'est assez naturellement qu'on a basculé vers la cyberassurance il y a une dizaine d'années. Voilà, et donc ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on assure ces risques-ci en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. Si vous voulez bien. Merci. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais puisqu'on parle de cyberassurance, je voulais juste peut-être rappeler ce dont on parle quand on parle d'une police cyber, parce qu'on parle de beaucoup de choses. Ce qu'il y a dedans, en fait, il y a évidemment de l'assistance, dans le sens où nous, notre vision en tant qu'assureur, c'est qu'une entreprise qui s'assure pour le risque cyber, elle a surtout besoin de services. Elle a évidemment besoin ensuite d'assurer les dommages, enfin les préjudices qu'elle a le risque de subir en cas d'attaque. Elle a besoin d'assurer les réclamations potentielles des tiers qui arrivent suite à ces attaques. Elle a besoin de s'assurer dans le cadre des enquêtes des régulateurs. Et elle a besoin de s'assurer sur un certain nombre de garanties complémentaires qui touchent parfois d'autres produits d'assurance du type cyberfraude. Voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est le fait que l'assurance, c'est évidemment, à mon sens, très important, mais ça ne suffit jamais, on vient d'en parler, et que le message que nous, on essaie toujours de faire passer en tant qu'assureur qui connaît ces risques depuis longtemps, c'est qu'il y a 3 piliers de protection qui sont tout aussi incontournables les uns que les autres. Il y a la partie technologique et juridique, il y a la partie humaine, c'est quand même très souvent le maillon le plus faible, la formation des salariés, des employés, des dirigeants. Et il y a la partie assurantielle, qui est finalement la manière d'assurer le risque qu'on ne peut pas gérer autrement, parce que si quelqu'un a décidé d'entrer, il entrera. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Hiscox. Et puis on discutera un petit peu plus en détail. La dernière chose que je voulais vous partager aussi, c'est qu'on a la conviction, nous, en tant qu'assureurs, qu'on ne sait pas tout faire. Et donc, on s'entoure de gens qui fournissent le meilleur service possible à nos assurés. Voilà. Et donc, je vous ai indiqué le panel de partenaires avec qui on travaille. Et vous trouvez naturellement, en particulier Provadis, sur toute la partie compréhension des risques et audit. Je passe la parole à Anne. Non, à Jean-Sylvain.
Merci. Donc effectivement, Jean-Sylvain Chavannes, donc délégué territorial de l'ANSSI. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est donc une agence qui est toute récente, comme le montre cette petite frise qui date de 2009. En fait, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Et donc, alors, on est issu surtout d'un processus, on va dire, de prise de conscience de l'État sur la notion de cybersécurité, qui a commencé en 2008, avec ensuite notre création en 2009. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure, différents textes viennent justement nous donner un peu de rôle en la matière. Alors, pour information, en 2009, on était 100 agents. Aujourd'hui, on touche les 600. Donc, on voit qu'on a pas mal augmenté durant ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, qui on est réellement? Donc, on est un service du Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une compétence interministérielle pour toucher l'ensemble des ministères ou alors des opérateurs d'importance vitale. Alors, ces opérateurs-là, ce sont des entreprises qui sont désignées par un ministère donc, dans un secteur donné et pour lequel l'ANSSI, donc nous, on a un rôle de régulateur. On va leur imposer des règles de sécurité et on peut aussi leur imposer un contrôle pour vérifier que certains systèmes sont bien en sécurité. Alors, on a donc, oui, s'il vous plaît, merci. Donc, on est surtout une autorité de sécurité. Alors, une autorité de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner des outils pour mieux sécuriser ces systèmes d'information avant une attaque informatique. Et c'est mieux parce qu'en réalité, on se rend compte que beaucoup de personnes attendent l'attaque avant de pouvoir se sécuriser. Donc, nous, on essaie de faire l'inverse. Et donc, on a mis pas mal d'outils à disposition, alors que ce soit réglementaire ou des outils beaucoup plus pratiques dont je parlerai après. Et on est aussi une autorité de défense. Alors, une autorité de défense, ça veut dire que si l'attaque arrive, parfois nous sommes obligés d'aller sur le site pour pouvoir réagir à l'attaque, la cantonner, et puis ensuite aider la victime à remettre ses systèmes d'information d'aplomb. Nous ne sommes pas, par contre, juste sur le slide d'avant, mais on ne sommes pas surtout une autorité, enfin, on ne fait pas de renseignement. En France, on a bien décidé de séparer les deux usages, et nous, on s'occupe de la sécurité et de l'aspect technique et organisationnel des attaques informatiques, mais on ne fait pas de renseignement sur le sujet. Alors, quand on parle d'autorité de défense, donc on a plusieurs outils à disposition. Alors, notamment c'est le site du CERT-FR, c'est le Computer Emergency Response Team. En gros, c'est un site qui permet de se tenir à jour des principales vulnérabilités qui peuvent exister sur différents logiciels, et je pense que ça, c'est important qu'on puisse le savoir, et que nous, on agrémente dès qu'on peut. Et donc j'ai mis le logo de TV5 Monde, puisque c'est quelque chose qui a été très médiatisé en 2015, pour lequel l'ANSSI est intervenu. À peu près une dizaine d'agents sont allés sur le site pendant quelques temps pour aider TV5 Monde à remettre ses systèmes d'information d'aplomb. Et puis on traite après pas mal de signalements de virus un peu plus classiques. J'ai mis WannaCry en bas à droite, qui a été un virus qui nous a pas mal occupé l'année dernière et qui aujourd'hui fait partie des virus, on va dire, assez courants. Et donc une autorité ensuite de sécurité. Alors là, j'ai mis plusieurs outils, alors il y en a plein d'autres. Je pense que ça, c'est important pour vous de connaître ces outils-là. Alors il y a de la documentation, alors on parle en dessous des guides de bonnes pratiques, celui qui est multicouleur, qui fait qu'on voit assez bien. 12 bonnes pratiques de sécurité, où l'objectif là, c'est de pouvoir dire que chacun doit pouvoir respecter ces 12 bonnes pratiques, et donc on considère que c'est au moins les premiers remparts en matière d'attaque informatique. Alors chez nous, c'est presque 80% des attaques qui seraient évitées si tout le monde respectait ces 12 bonnes pratiques-là. Comme quoi, c'est pas non plus quelque chose de colossal. Et après, si on va aller plus loin, il y a le guide qui est tout à gauche, qui regroupe 42 règles. Donc là, on a un peu plus en profondeur. Et enfin, pour tous ceux qui n'aiment pas trop lire ou voir un petit peu tous ces guides-là, pour qu'ils soient un peu rébarbatifs, on a mis en place un MOOC. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne ouvert et massif. Il suffit de vous inscrire et puis vous pouvez le suivre comme vous voulez à votre propre rythme, qui s'appelle secnumacademy.gouv.fr. Et l'objectif, là, c'est de pouvoir suivre des petits modules, les 4 modules de sécurité, pour justement se sensibiliser à la question-là. Voilà, donc notre objectif pour nous, c'est de mettre à disposition des outils pour pouvoir se sécuriser et pouvoir parfois apporter une aide en cas d'attaque informatique majeure avérée sur certains systèmes d'information. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Anne Hupfer de la société Provadis. Provadis, c'est une société de conseil spécialisée dans la protection des données. On a 12 ans d'existence et on est spécialisé donc sur tous les sujets de la sécurité de l'information. On est aujourd'hui plus de 60 consultants à intervenir sur ces sujets, et on est également institut de formation.
Aujourd'hui, vous avez quelques chiffres. On a plus de 150 clients actifs, toute taille d'entreprise et tout type de structure, du privé au public et quel que soit le secteur d'activité. On est localisé, le siège est à Paris, on a un bureau à Nantes. Donc vous avez ici les grandes thématiques qu'on aborde. On a un premier pan qui est un pan qu'on appelle Offensive Security. Ça consiste à se positionner en tant qu'attaquant, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'une quinzaine de pentesters qui secouent un peu le système d'information pour voir jusqu'où ils peuvent rentrer et qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer comme données et également qu'est-ce qu'ils peuvent exploiter. Au regard de cela, on a la partie défensive qui, elle, va permettre de se protéger des attaques et de s'organiser pour pouvoir réagir en cas d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on prévient et puis surtout aussi la détection. Donc dans le défensif, on a à la fois cette protection mais aussi la conformité sur lesquels on intervient sur des grands sujets classiques en matière de sécurité de l'information. Donc je peux citer l'ISO 27001 qui est un référentiel reconnu et international. Évidemment le RGPD qui est le sujet du moment sur la protection des données à caractère personnel, mais aussi PCI DSS qui est le référentiel sur la protection de la donnée carte bancaire. Et puis on travaille avec d'autres guides et le guide d'hygiène et sécurité de l'ANSSI est un référentiel qu'on utilise beaucoup. D'un point de vue défensif comme compliance, nos démarches sont soit de l'accompagnement, soit de l'audit, où on va venir vérifier ou en tout cas observer un état de conformité ou un état de maturité en fonction de ce qu'on vise au sein de l'organisation. On a également un service SOC qui s'adresse plutôt aux PME et ETI, qui vise à détecter et surveiller les grands types d'attaques. En transverse de tout ça, on a notre institut de formation qui a la particularité de dispenser des formations sur nos compétences sécurité de l'information par nos consultants, ce qui permet d'avoir des retours expériences et des mises en situation assez parlantes pour les participants et d'échanger bien sûr sur les problématiques quotidiennes, courantes et souvent d'actualité. Merci pour cette présentation. Je vais vous inviter alors à débattre sur la première question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les objets connectés, c'est un terme courant, on parle d'IoT. Seulement, voilà, on voit bien qu'il y a les objets connectés à usage plutôt personnel et ceux à usage industriel. Donc, est-ce qu'on pourrait donner une définition voilà, des objets connectés d'aujourd'hui, mais ceux qui aussi de demain voilà, l'innovation autour des objets connectés. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien prendre la parole sur cette définition pour mettre un premier cadre? Je peux essayer. Alors la définition des objets connectés, alors parfois on entend aussi sous le terme d'IoT, Internet of Things. Pour nous, ce sera effectivement tout ce qui concerne les objets qui vont être connectés, alors par un moyen filaire ou sans fil, le sans fil a de plus en plus la cote, à des réseaux et ce qui permet derrière d'être connecté plus globalement à Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que des personnes qui vont par exemple diriger plusieurs usines dans plusieurs pays souhaitent avoir des remontées en temps réel d'informations liées à leurs usines et qu'aujourd'hui ça passe par Internet, ce qui leur permet d'avoir une visibilité globale. Alors une visibilité globale c'est vrai, sauf que derrière il va falloir se protéger par rapport à toutes les menaces que peut insérer Internet à l'intérieur, puisque ce n'est plus un réseau fermé. Et dans ce cas-là, on passe par d'autres problématiques plus nouvelles, dont je pense qu'on parlera peut-être tout à l'heure, sur les menaces liées justement à ces objets connectés. Mais voilà globalement la définition que je ferai sur le sujet. J'ai pas grand-chose à ajouter sur cette définition. Pensez bien que vous avez des objets connectés dans votre quotidien. Vos téléphones sont des objets connectés. Vos montres, bracelets d'activité sont des objets connectés. La santé fait de plus en plus d'objets connectés. Vous avez des projets ou peut-être déjà en production des pacemakers connectés, des capteurs de tension. Et donc vous avez beaucoup d'objets connectés sur lesquels, pour vous, c'est un usage normal et vous ne pensez même plus qu'ils sont connectés.
peut-être si on se place du point de vue de l'entreprise, ce que moi je trouve difficile sur le sujet des objets connectés, c'est qu'en fait, ça oblige l'entreprise un peu comme la cybersécurité de manière générale, à élargir énormément le champ de ses réflexions. C'est-à-dire que on parle plus, comme d'habitude, d'un ordinateur, d'un disque dur, d'un réseau. On va parler de système d'alarme, on va parler de monitoring de chaîne de production, on va parler de logistique, on va parler de tas de choses qui finalement rentraient pas du tout pour moi, jusqu'à il y a une dizaine d'années, dans la manière dont l'entreprise entendait sa politique de gestion des données quand elle en avait une, ou en tout cas sa politique informatique. Voilà, pour moi, c'est le grand challenge côté entreprise. C'est vraiment celui-ci. Côté individu, c'est bien sûr de se rendre compte de ce qu'on utilise et du nombre de données finalement qu'on met dans ces objets-là. Mais pour l'entreprise, c'est aussi de se rendre compte de ce qu'elle laisse rentrer chez elle et de ce qu'elle utilise pour sa propre activité. C'est ça la difficulté pour moi du côté des objets connectés. Merci pour vos retours sur cette définition des objets connectés. Alors, je vais en fait démarrer par quelques questions, mais je vous invite aussi à participer. Donc, si vous avez la moindre question qui peut compléter la mienne, voilà, avec grand plaisir, je vous passe le micro. Alors, moi, j'aurais une première question, notamment sur, aujourd'hui, la question principale, quels sont les risques liés à ce type d'usage, l'usage des objets connectés. Alors, on connaît peut-être plus les risques à usage personnel, mais la question là, c'est vraiment sur l'usage des entreprises, alors que ce soit pour les salariés, mais pour l'entreprise aussi, les clients. Voilà, tout le périmètre du marché des entreprises, quel impact et quel risque dans cette utilisation. Je vais commencer la réponse et elle sera fort probablement complétée dans la suite. Le premier risque, c'est effectivement d'avoir des objets connectés. Alors, il y a plusieurs axes. Il y a les objets connectés que vous allez transporter et faire entrer dans le système d'information de votre organisation, quelle qu'elle soit, et qui, pour l'entreprise, devient un équipement qui n'est pas connu, pas maîtrisé, et qui potentiellement peut transporter lui-même des virus ou d'autres techniques de contamination qui vont venir exploiter des vulnérabilités. Vous avez aussi l'entreprise qui utilise des objets connectés. Par exemple, les sondes de température pour régler la climatisation. J'entendais ce matin à la radio une défaillance d'un système de prévention d'incendie. Le système s'est trompé et il a détecté un incendie et il a calfeutré en bloquant des zones. Il n'y avait personne dans les zones, ça n'a pas été plus que là. Mais vous avez quand même ces équipements qui maintenant se déploient dans les entreprises et qui, par un mauvais fonctionnement, ça c'est un premier risque, mais aussi par un piratage, peuvent engendrer des nouvelles menaces. D'un point de vue fonctionnement, que ce soit une attaque informatique d'un système informatique, d'un réseau ou d'un équipement mobile, les techniques restent les mêmes. Donc vous pouvez transposer tout ce que vous connaissez en matière d'attaque sur un système, un vol de données, par exemple Facebook qui s'est fait encore voler ses données, 50 millions de comptes ce week-end. Eh bien, il est tout à fait envisageable que ces informations soient utilisées, exploitées en piratant d'autres objets mobiles. Et donc, ça nous donne aujourd'hui, quand on est attaquant, des accès à des systèmes qui étaient jusque-là fermés. Je pense notamment aux réseaux industriels qui, en chaîne de production, étaient jusqu'alors des réseaux qui étaient plutôt fermés, c'est-à-dire qu'on avait une chaîne de production complètement autonome, et même si elle était informatisée, l'informatique était autonome de celle du reste de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit que ces réseaux-là aussi s'ouvrent. On a besoin, par exemple, de la messagerie parce qu'on transmet les instructions par mail. On a besoin de transmettre la recette de fabrication du produit par le réseau interne. Et donc, on ouvre des portes. Et donc, les virus qui se propagent sur un système d'utilisateurs qui sont donc plus exposés, puisqu'on peut venir connecter des clés USB ou autres objets, vont pouvoir se contaminer des systèmes industriels qui étaient plutôt protégés jusqu'alors. Ça a été un des cas de Renault il y a quelques mois,
peut-être même un an, qu'il y a eu quelques usines impactées suite à une contamination virale. Donc, pour synthétiser, il y a les risques qui sont engendrés par le fait que nous, on transporte des objets, et là, c'est compliqué pour l'entreprise parce qu'elle ne les maîtrise pas. Et il y a les risques qui sont engendrés par l'entreprise, par les objets que l'entreprise décide d'utiliser, qui sont similaires à ce qu'on connaît déjà, seulement ça ouvre d'autres portes et d'exploitation de failles et de contamination plus loin des réseaux. Peut-être ce qui est intéressant aussi là, c'est que finalement sur les deux aspects, pour moi les risques sont assez sensiblement différents. Ce qui est très tentant pour les objets connectés des salariés et des dirigeants, c'est la porte ouverte que ça donne à des gens qui ont envie de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. C'est tellement facile quand vous arrivez, vous connectez votre téléphone ou autre Wi-Fi de votre entreprise. L'ensemble de vos objets connectés, en général, à un moment, ils touchent le réseau de l'entreprise. C'est beaucoup plus facile de pirater vos objets connectés en général, si tout va bien, que ceux de l'entreprise. Donc du coup, en termes d'espionnage, c'est juste une merveilleuse porte ouverte pour à peu près n'importe qui s'intéresse à ce qui se passe dans l'entreprise. Côté chaîne de production, ce que moi je trouve fascinant et inquiétant, c'est l'ampleur des conséquences que ça peut avoir. On me dit souvent, imaginez que vous êtes une entreprise dans l'agroalimentaire, si je touche à ce qui gère vos chaînes de production et aux instructions qui sont données, je diffuse demain dans la nature, dans toute la planète, des aliments qui ne sont pas propres à la consommation. Je tue l'activité de l'entreprise pendant potentiellement des semaines, voire des mois. Enfin, je veux dire, en termes de conséquences, la partie attaque contre des entreprises industrielles, pour moi, c'est vraiment probablement avec les réseaux d'utilité type gaz, électricité, énergie, c'est vraiment les conséquences les plus vertigineuses qu'on peut imaginer. Et quand, vous savez, les assureurs, on achète des risques. Alors, évidemment, quand on achète des risques, si je puis dire, on a tendance à travailler sur des scénarios de risque maximum. La pire chose qui pourrait arriver quand on assure ça. La pire chose qui pourrait arriver sur les assurances cyber, c'est deux choses. Soit c'est des prestataires de services informatiques qui subissent une attaque qui, évidemment, ricoche sur leurs clients, soit c'est vraiment des grosses entreprises industrielles ou des fournisseurs d'énergie qui se font pirater. Pour nous, c'est le pire des scénarios possibles. Et c'est pas en attaquant la messagerie du dirigeant de l'entreprise industrielle. C'est vraiment en allant chercher directement la chaîne de production. Effectivement, on peut penser au secteur alimentaire, mais alors le secteur pharmaceutique ou la gestion de l'eau, c'est tout autant problématique, et les problématiques sont exactement les mêmes. Alors, moi, je vais prendre deux exemples qu'on n'a pas forcément encore évoqués, mais qui sont un jour venus à nous concerner. L'exemple du toaster. Toaster connecté, ça existe. On ne reviendra pas sur l'utilité que ça peut avoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que c'est venu à intéresser une attaque informatique. En réalité, aujourd'hui, et ça c'est ce que j'essaie de faire, de communiquer sur le sujet, c'est qu'on commence à avoir des objets connectés un peu partout, tout le temps, au sein de nos maisons, sur nous, etc. Et pourquoi est-ce que ça va intéresser l'entreprise derrière ? Parce que aujourd'hui, les attaquants construisent des sortes de robots qui vont scruter un peu Internet et qui vont essayer de trouver des portes ouvertes partout où ils peuvent en trouver. Et alors ça, le toaster connecté, c'est génial. Parce qu'on ne pense pas à sécuriser son toaster, on se dit mais pourquoi est-ce que je dirais sécuriser mon toaster ? Et en réalité, une fois que l'attaquant peut en prendre le contrôle, alors prendre le contrôle, ça ne veut pas forcément dire toaster plus vite les tartines. Hein. Ça veut juste dire je prends le contrôle et ensuite je lui donne un ordre. Imaginez qu'un attaquant, avec son robot, il peut en recruter 300, 400, 500 000 en même temps. Une fois qu'il en a le contrôle, il va dire à tous ces objets connectés-là, alors ça peut être des toasters, des caméras, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on va brancher sur Internet, vous allez solliciter un seul et unique site Internet. Ça fait 500 000 connexions simultanées, ça suffit pour faire tomber le serveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut devenir non pas une victime, mais surtout le vecteur de l'attaque, à cause des objets connectés. Parce qu'on ne pense pas les sécuriser, parce qu'on ne pense pas que ça peut être un terrain d'attaque.
Et c'est pour ça que nous, alors comment ils font? Parce que du coup, j'ai quand même donné une recommandation assez simple, c'est que la plupart des attaquants, quand ils construisent ce type de virus, comment est-ce qu'ils essaient de prendre le contrôle de ces machines-là? C'est parce qu'ils vont tester les mots de passe usine, qui sont connus de tous, comme le fameux code PIN à 4x0, que tout le monde a changé. Eux, ils vont rentrer dans une base de données, puis ils vont tester. Si ça marche, ils vont en prendre le contrôle. Si ça marche pas, ils vont passer au suivant. Et en fait, ils vont construire des réseaux comme ça de plusieurs centaines de milliers d'objets connectés qui vont pouvoir mettre à disposition d'un éventuel attaquant pour faire tomber le site internet d'un tel ou d'un tel. Imaginez par exemple une crise dans le secteur de la santé, par exemple, et la société souhaite communiquer sur cette crise-là en disant nous prenons en place toutes les dispositions, etc., nécessaires, voici potentiellement les produits infectés, etc. Puis tout d'un coup, un attaquant décide de mettre le site internet par terre. Quelle est l'image de la structure derrière? Et ça, on n'y pense pas assez, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est à la portée de tous, et parce qu'on a beaucoup d'objets connectés qui sont en réalité assez peu sécurisés. Et le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est par exemple les lunettes connectées dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, vous allez avoir des lunettes connectées, qui sont d'ailleurs très très bien, qui permettent de pouvoir calculer par exemple le rendement d'une parcelle de maïs. Plutôt intéressant. Sauf qu'en réalité, le prestataire qui met à disposition cela récolte toutes les données liées aux agriculteurs pour les envoyer sur des serveurs qui ne sont pas maîtrisés et qui sont en général dans des pays, alors ça peut être des pays en dehors de l'Europe. Eh bien, ça pose la question de la maîtrise de la donnée. Et ça, aujourd'hui, les objets connectés deviendront à terme des capteurs hétérogènes qui pourront récolter une quantité d'informations ultra intéressantes. Imaginez derrière que ces données soient revendues ou soient tout simplement utilisées à des fins concurrentielles. Là, ça pose des problèmes. Donc c'est pour ça que là-dessus, si je devais définir la problématique des objets connectés, notamment liés aux menaces, c'est l'objet connecté en lui-même. Est-ce qu'il sert vraiment ce à quoi pour lequel il est défini? Et ensuite, c'est les données qui sont récoltées par cet objet connecté-là, où sont-elles stockées et qui les utilise? Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, et ce n'est pas juste l'aspect fonctionnel qui permet de se lever le matin avec des tartines chaudes. Voilà. Merci pour ces éclairages. Alors justement, je me place, je me mets à la place des entreprises. Et qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les recours, les solutions qui peuvent m'être proposées, pour répondre justement à ces problématiques cybersécurité dans le cadre de projets en démarrage? Ça peut commencer certainement dès l'analyse du projet, mais aussi dans le cas de réaction, de réparation. Voilà, quelles sont les solutions qui me sont proposées et que vous proposez pour répondre à leurs problématiques? Pour moi, je commence, je vous laisse la parole après. Pour moi, la première chose, c'est juste qu'il faut qu'elles en prennent conscience. Enfin, la première et l'énorme partie du travail, c'est de prendre conscience qu'on a des objets connectés chez soi et qu'on en utilise. Et de la même manière qu'il faut prendre conscience que son toaster, potentiellement, c'est pas juste un toaster, c'est une arme par destination. L'entreprise, il faut qu'elle comprenne que dans les objets connectés que ses employés amènent, il y a potentiellement des failles et des portes ouvertes. Et dans ce qu'elle utilise, il y a des failles et des portes ouvertes. Et donc, c'est finalement jamais rien d'autre que la cartographie des risques dont on parle toujours. C'est de regarder l'état des lieux. Parce qu'on ne peut rien commencer du tout en termes de risk management si on n'a pas fait un état des lieux. Donc pour moi, vraiment, la première étape, c'est ça. Et après, il y a beaucoup de solutions différentes. Ça reboucle peut-être un peu avec ce que je disais tout à l'heure, mais il y a des solutions technologiques, évidemment. Il y a beaucoup de solutions, pour moi, qui tournent autour de la formation et de la sensibilisation des gens. On ne va pas interdire aux gens d'amener des montres connectées au bureau. En revanche, on peut peut-être leur expliquer ce que ça veut dire pour l'entreprise et ce que ça veut dire pour eux, et qu'il y a peut-être une bonne manière ou une moins mauvaise manière de les utiliser. De la même manière, on ne va pas plus utiliser d'objets connectés pour exercer son activité en tant qu'entreprise, mais les gens qui utilisent ces objets connectés ou qui choisissent l'un ou l'autre, peut-être qu'on peut leur mettre en tête des critères de sélection et des critères d'utilisation un petit peu différents. Voilà. Oui, je suis tout à fait en phase avec cela. La première chose, c'est d'identifier les risques, ses propres risques, par rapport aux usages, par rapport à son exposition, d'une manière générale. Si on est une entreprise
sur un secteur à forte concurrence, on sera sûrement plus exposé que des entreprises qui le sont moins, en fonction de ce qu'on produit, en fonction du cœur d'activité. Donc on va bien sûr identifier ces risques pour après conduire des mesures qui vont permettre de détecter et aussi réagir, et puis évidemment éviter le plus possible les attaques. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas éviter toutes les attaques. Il faut choisir un peu aussi son combat. C'est-à-dire que si on choisit des solutions technologiques, qu'on soit en capacité de les maintenir, de les mettre à jour, de les faire utiliser, évoluer, et aussi que les utilisateurs sachent s'en servir. Ça ne sert à rien de choisir des solutions qui sont très performantes et sur lesquelles vous n'avez aucune compétence interne pour maintenir et que les utilisateurs vont être complètement perdus. Donc c'est vraiment important d'être en adéquation avec les risques, en adéquation avec les moyens et avec ses objectifs d'entreprise. Donc à partir de là, la gestion des risques, c'est vraiment le point de départ. Vous pouvez définir une organisation, définir des processus qui vont permettre de se structurer et de maintenir à jour l'ensemble des technologies et surtout aussi de réagir aux nouvelles technologies. C'est un des principes qui est prôné par le RGPD aujourd'hui, c'est-à-dire connaître dès le départ les risques qu'on va engendrer. Alors le RGPD est tourné vers l'individu, mais c'est exactement la même idée. Quels sont les risques qui vont être engendrés par cette nouvelle technologie, par cette évolution, par ce nouveau procédé que je vais mettre en œuvre? Et à partir de là, on peut s'organiser, on peut déployer les dispositifs de protection. D'un point de vue formation, c'est également très important. Chacun a un rôle à jouer dans la vie de l'entreprise, à la fois sur son comportement, ne pas venir brancher n'importe quoi sur le réseau informatique de l'entreprise, mais aussi sur sa réaction. Quand je détecte qu'il y a un virus, un ransomware, on a eu des vagues là, il y a encore peu de temps, je suis devant mon ordinateur, je réagis, je fais quelque chose, je ne me contente pas de cliquer partout. J'ai dû intervenir chez un client. Le ransomware a été détecté par la personne un lundi. Eh bien, la personne s'est dit que quand même, il y avait un truc bizarre sur son PC, 4 jours après, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a été voir le responsable informatique. Pendant ces 4 jours, le virus s'est propagé et il a contaminé d'autres postes. Et les autres personnes ont eu ce même manque de réaction. Et on a attendu 1 semaine avant d'isoler le virus et de protéger les données. Si chacun sait qui contacter, quoi faire, c'est très simple. J'ai quelque chose qui est étrange, qui ressemble à un ransomware parce qu'on n'accède plus aux fichiers, c'est assez clair. J'appelle le responsable informatique. Dans ce cas-là, en 1 journée, ça aurait été contenu. Les impacts auraient été vraiment minimisés. Donc sensibiliser, former les utilisateurs en fonction de leur rôle dans l'entreprise. On ne va pas former tout à fait pareil un utilisateur qui va utiliser majoritairement de la bureautique qu'un administrateur, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Vous avez des personnes qui sont aux compétences techniques fortes, qui ont des accès forts sur les systèmes d'information. Elles ont aussi besoin de savoir les risques d'usage et les façons de réagir. Seulement, elles auront d'autres réactions possibles, elles pourront être vraiment un vecteur fort. Donc, nous, on croit beaucoup au fait que l'utilisateur, c'est effectivement un maillon faible parce qu'il peut transporter des choses, mais c'est surtout le maillon fort. C'est lui qui va permettre de détecter rapidement une infection et du coup de la contrôler. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment mettre des moyens et à la limite, un peu quels que soient les risques. Parce que ces grands risques d'usage-là, ils sont connus, ils sont partagés et ils sont à peu près pareils pour tout le monde. Et enfin, du coup, la détection, ça va avec le pendant de l'utilisateur. L'utilisateur, quel qu'il soit, je dis utilisateur, mais c'est vraiment l'individu dans l'entreprise, il peut venir vous alerter. Et après, on peut aussi mettre des dispositifs techniques pour détecter des dysfonctionnements et analyser les incidents ou les choses suspectes dans le système d'information pour pouvoir réagir et éviter la propagation. Merci. Alors, je vais rebondir sur un aspect, mais en premier lieu, je pense que l'identification des risques, effectivement, c'est important, mais pour nous, c'est pas le principal, c'est pas la chose qu'on doit faire en premier lieu. En premier lieu, c'est respecter les bonnes pratiques.
Et ça, c'est pas pour rien qu'on a appelé le guide d'hygiène informatique. Le guide d'hygiène, c'est quelque chose que tout le monde devrait respecter, que ce soit au sein de l'entreprise ou chez soi, pour justement essayer d'éviter de s'exposer aux risques. Et ensuite, je suis d'accord, il y a effectivement cette question des risques à identifier, à hiérarchiser, pour pouvoir ensuite y donner des réponses. Et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est la question de, effectivement, quand il y a une attaque, ça doit être un maillon fort qui doit pouvoir détecter une attaque, qui doit prévenir son responsable informatique. Mais quel responsable informatique ? Parce qu'on va se retrouver avec des PME qui vont sous-traiter l'ensemble de leur système d'information quand c'est possible. Des fois, on va passer par quelqu'un qui connaît. Alors, le cousin qui connaît, ça marche aussi. Et dans ce cas-là, c'est problématique, parce que le cousin en tant que tel, il n'est peut-être pas disponible au moment où il y a la menace qui prend corps, et qu'il ne sait pas comment remédier à une attaque informatique. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc l'objectif, et c'est aussi pour ça qu'on est ici ce matin, c'est qu'au sein de chaque structure, peut-être même des startups qui ne sont uniquement que métiers, d'avoir ce qu'on appelle un référent cybersécurité. Alors un référent, c'est pas forcément un expert, hein. Un référent, c'est quelqu'un qui, justement, connaît les prestataires, connaît les premiers gestes à avoir en cas d'attaque informatique, qui va avoir les bons réflexes, qui va savoir identifier l'attaque informatique, parce que, bonjour, j'ai un blue screen, je ne sais pas ce qui se passe. Alors ça peut être soit une mise à jour qui est mal passée, soit un véritable virus. Donc déjà, il faut pouvoir identifier cela. Et ça passe par quelqu'un dont ça peut être une tâche. Pas forcément le métier, pas à temps plein, parce qu'évidemment, on va avoir plein de structures qui vont vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de payer un poste qu'on appelle RSSI, responsable de sécurité des systèmes d'information, à temps plein, ce qui est tout à fait logique. Néanmoins, il faut pouvoir avoir ce genre de réflexe-là. Et c'est pour ça qu'à l'ANSSI, on a publié un référentiel, ce référentiel qui permet d'avoir des référents qui vont pouvoir connaître les premiers gestes à avoir en cas d'attaque informatique. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'école centrale a donc été labellisée il y a 2 semaines, je crois, sur le sujet pour pouvoir lancer ce type de formation-là. Peut-être juste en complément, je voulais rebondir sur quelque chose. Je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a finalement une dizaine, une quinzaine, une vingtaine peut-être de choses très très simples à faire et qui permettent d'éviter 80% des menaces. En tant qu'assureur, nous, ce qu'on dit à nos clients ou aux gens qu'on rencontre et à qui on propose de les assurer, c'est que la cyberassurance, c'est pas une assurance dégâts des eaux. C'est pas un truc, dès qu'il se passe quelque chose, on déclare à l'assureur et paye. C'est pas l'idée. L'idée, nous, on pense que la plus grosse valeur ajoutée, au-delà du service qui est toujours là, c'est vraiment d'arriver en dernier recours, parce qu'il y a des choses beaucoup plus efficaces à faire avant pour gérer les menaces, j'allais dire les menaces à large spectre, si je puis dire, d'instaurer les bonnes pratiques auprès des employés. Ça fait que finalement, vous avez plusieurs lignes de défense en termes de stratégie de défense, de stratégie militaire, finalement. Nous, le sentiment qu'on a après 10 ans d'assurance dans le domaine, c'est que c'est important d'avoir ces multiples lignes de défense. Que ce soit les multiples lignes de défense d'un point de vue technologique à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à mettre en place en termes de technologie, en termes de protection juridique aussi, en termes de formation. Mais ce qu'on croit vraiment, c'est que l'assurance, c'est le bout du bout. C'est ce qu'on n'aura pas pu prévoir. Le stagiaire qu'on n'aura pas eu le temps de former, qui aura fait une bêtise. L'attaquant qui voulait passer parce que juste il voulait passer et que quand il veut passer, malheureusement, il passe. Et qu'à ce moment-là... c'est des attaques qui sont tellement significatives en général, ou des incidents qui sont suffisamment significatifs pour que une entreprise, surtout une entreprise de petite taille, elle court un vrai risque de survie quelque part. Et à ce moment-là, pour nous, le rôle de l'assureur, il vient finalement transférer ce risque de mettre la clé sous la porte. En dehors de l'entreprise. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que nous, on essaie d'expliquer la manière dont on approche ces risques-là. Merci. Alors, j'aurai une dernière question, puis ensuite, je vais vous laisser la parole aussi pour poser vos questions. Vous en avez sûrement. Justement, concernant les limites, il y a un cadre juridique, organisationnel. Quelles sont les limites, justement,
de toutes ces actions pour les entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites à mettre en place la cybersécurité, à utiliser les objets connectés et mettre en place cette cybersécurité? Dans des limites, alors pour nous, il y a une limite qui est assez claire, c'est de ne pas utiliser ces objets personnels pour un usage professionnel. Alors, on sait que c'est compliqué à entendre pour certains cas. Néanmoins, effectivement, pour nous, on a pesé le pour et le contre, et clairement, le contre l'emporte en matière de menaces, puisque pour bien sécuriser un système, il faut en avoir la maîtrise, et qu'on n'a pas forcément la maîtrise des objets personnels des collaborateurs d'une entreprise. Donc là-dessus, on fait une vraie séparation entre les usages professionnels et personnels. Ensuite, sur les objets connectés en eux-mêmes, il n'y a pas forcément de limite. L'objectif, c'est de se dire si on les utilise, dans quel cadre et pourquoi faire. Et comment est-ce qu'on peut en assurer une maîtrise complète. Alors ça passe effectivement par, on a parlé beaucoup d'analyse de risque, et c'est vrai que ça passe par cela, mais par aussi des cadres juridiques assez forts avec les personnes qui potentiellement viennent installer les objets connectés, qui viennent les maintenir. La maintenance des objets connectés, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a des exemples avec des capteurs de radioactivité, par exemple. Vous savez qu'une des bonnes pratiques à réaliser, c'est mettre à jour les logiciels qui seront utilisés, ce qu'on appelle des firmware, pour ces capteurs-là. Parce qu'on peut détecter des vulnérabilités, etc. Et donc, on posait la question au constructeur de la sonde de radioactivité, comment étaient mis à jour ces sondes-là. Elles sont mises à jour par clé USB. Donc ça veut dire que dans les sondes, il y a un port USB. Oui, sauf que les sondes, elles sont déplacées et elles ne sont pas protégées physiquement parlant. Donc ça veut dire que potentiellement, si vos sondes sont connectées au système d'information de l'entreprise et qu'à l'extérieur, vous avez un port USB qui est ouvert à tout le monde, c'est un peu problématique. Voilà, c'est exactement cette image-là qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, si on a des objets connectés, dans quel cadre, comment, et si jamais effectivement il y a un incident, c'est qui est responsable. Et ça, c'est important de le définir en amont du déploiement des objets connectés. Après, l'opportunité des objets connectés, c'est pas à l'ANSSI de le décider, mais c'est plus, si on les utilise, comment est-ce qu'on les sécurise? Je pense que la limite, c'est la maîtrise de la situation qui doit la fixer à l'entreprise. La maîtrise au sens compétence technologique. J'intègre un nouveau système, que ce soit un objet connecté, que ce soit une autre solution. Je dois maîtriser l'objet. Soit j'ai les compétences internes qui ont les compétences techniques pour maintenir cet objet, soit j'ai trouvé un tiers de confiance qui va pouvoir me garantir le maintien de cet objet. L'autre axe de maîtrise, c'est savoir ce que fait l'objet ou l'outil. Est-ce que vous savez, par exemple, que la plupart des imprimantes sont des objets connectés? Il y a de la télémaintenance. Elles envoient tout un tas de résultats d'impression pour qu'on change la cartouche au bon moment, pour faire des statistiques sur l'impression. Donc la maîtrise, savoir qu'est-ce que fait l'objet, en plus de sa fonction primaire, où vont les données, qui accède à mon système d'information? Est-ce que le télémainteneur se connecte à distance? Est-ce qu'il doit venir obligatoirement? Est-ce qu'il y a un port USB? Voilà. La maîtrise de qu'est-ce que fait l'objet dans son intégralité et également la capacité à l'utiliser. Si l'outil, l'objet, ce que vous voulez, n'est pas utilisable par une personne, les personnes vont trouver des solutions de contournement. Je me souviens au début que j'ai commencé à travailler, c'était le début des lignes ADSL, et j'étais en stage dans une entreprise où le réseau informatique était plutôt lent. Eh bien, il y avait des gens qui n'avaient vraiment pas envie d'attendre, qui s'étaient fait installer leur propre ligne ADSL dans le bureau. Ils ont contourné le système. Pourquoi c'était lent? Parce qu'il y avait des sécurités, etc. Et ils ont contourné le système en installant leur propre ligne ADSL. Donc ils avaient leur poste de travail qui était connecté sur de l'ADSL et qui était connecté sur leur réseau interne pour accéder aux données. L'humain, il est très très inventif et il va trouver plein de solutions pour contourner la contrainte. Donc choisissez des solutions qui soient utilisables et qui ne vont pas engendrer des nouveaux risques
parce que l'utilisateur n'aura pas envie de les utiliser et qu'il va trouver des solutions dont vous n'aurez pas connaissance. C'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, c'est que la solution peut engendrer des risques par son usage, mais le contournement, le détournement de la solution peut en engendrer d'autres qui peuvent être pires puisque vous ne les connaissez pas, parce que vous avez perdu cette connaissance et vous avez perdu cette maîtrise. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, il y a deux limites. La première limite, c'est qu'il faut que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. C'est le grand argument qu'on entend très souvent quand on a des réglementations type RGPD qui arrivent, c'est mais ils savent pas qu'en fait, moi, dans la réalité, mon quotidien, c'est pas ça, et je suis pas capable d'être en conformité avec ce qu'on me demande. Ça, c'est pour moi la première limite, c'est qu'en fait, quand on traite ce risque-là dans une entreprise, l'idée, c'est évidemment pas d'empêcher l'entreprise de fonctionner. C'est pas possible, sinon toutes les entreprises mettent la clé sous la porte. C'est de trouver le bon équilibre entre la bonne protection des données et des systèmes d'information qu'on utilise, la bonne gestion des objets connectés et le bon fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, à cet égard-là, moi, je trouve le RGPD assez intéressant parce que finalement, il a cette approche de... voilà, c'est votre responsabilité, en fait. Par opposition à ce qu'il y avait avant, qui était très, j'allais dire, très impératif. Il y avait un certain nombre de cas, il fallait faire des déclarations, il fallait demander la permission, etc. Puis une fois que finalement c'était fait, on pouvait s'abriter derrière. Hein, pour quelque part, c'était assez déresponsabilisant. Là, le règlement européen, il dit, c'est votre boulot. C'est votre boulot de déterminer ce que vous avez chez vous. C'est votre boulot de déterminer si ce que vous avez chez vous, c'est bien ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, et juste ce dont vous avez besoin. C'est votre boulot de le protéger suffisamment, c'est votre boulot de savoir ce qui se passera si jamais ces informations sont compromises d'une manière ou d'une autre. Et moi, je trouve que transposer à la sécurité informatique, y compris les objets connectés de manière générale, c'est une approche assez saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas attendre de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, etc., la même chose. Mais on va attendre cet état d'esprit-là, de dire c'est mon problème. C'est mon problème, c'est pas quelque chose que je subis, j'ai conscience que c'est important, c'est mon problème et je le traite. Et je le traite à ma mesure et je le traite petit à petit. Et quand on vient me demander où j'en suis et que j'en suis pas, c'est absolument, absolument, absolument parfait et j'ai plus aucun risque. C'est pas dramatique, c'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment, pour moi, d'être capable de démontrer qu'on va dans la bonne direction. Voilà, mais c'est encore une fois vraiment cette idée de le but, c'est pas d'empêcher l'entreprise de travailler. Je sais qu'on a souvent tendance à dire, c'est bien sûr, il faut protéger les individus, bien sûr, il faut voilà, protéger les données, protéger les systèmes, mais bien sûr, il faut quand même que l'entreprise elle puisse continuer à fonctionner. La deuxième limite pour moi, mais peut-être un peu moins pour les objets connectés, parce que c'est récent, c'est le poids de l'histoire. Je trouve qu'il y a certaines entreprises, quand elles existent depuis longtemps, l'informatique, de manière générale, tout ce qui touche à l'informatique, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont succédés, beaucoup de systèmes qui se sont succédés, beaucoup de logiciels qui se sont succédés. Et finalement, tout ça donne quelque chose qui, en termes de maintenance, de compréhension, d'articulation, est assez compliqué à gérer. Pour moi, ça, c'est un énorme, énorme challenge pour les entreprises. C'est finalement de passer petit à petit de ce poids de l'histoire qui est subi à quelque chose qui est un peu moins passif, finalement. Voilà, je trouve que c'est une vraie limite pour les entreprises qui ont des architectures informatiques un peu qui datent un peu ou qui existent depuis longtemps. C'est un vrai casse-tête parfois, et ça c'est un argument vraiment pour moi que j'entends et qui peut expliquer qu'il y ait des entreprises qui prennent du temps à s'approprier ces sujets-là. Oui, tout à fait. C'est pas toujours simple dans certains systèmes d'information de faire entrer des outils nouveaux, qui ont des fonctionnements nouveaux, et des fois des technologies nouvelles également, et qui vont créer des incompatibilités. Donc, encore une fois, il faut bien identifier le besoin. S'il y a réellement un besoin, il y aura sûrement des efforts à faire, et puis s'organiser pour se mettre en marche vers cet objectif-là. Non, mais je peux abonder dans votre sens. Non, mais avec un exemple qui est assez récent, l'histoire du poids de l'histoire. C'est vrai que je n'y pensais pas comme ça, mais c'est assez intéressant. Dans une usine des Pays de la Loire, qui a été rachetée, puis rachetée, puis rachetée, puis rachetée, puis rachetée, qui avait un logiciel métier sur une étiqueteuse. Bon, une étiqueteuse, très bien.
qui a été développé par des développeurs de la première institution, etc., et qui ensuite fonctionnait, mais qui n'avait jamais fait l'objet de maintenance, etc., puisque ça fonctionnait. Donc ça a été racheté, puis un jour, il y a eu un incident sur l'étiqueteuse en tant que telle. Personne ne savait comment réparer, oui, parce que c'était des précédents. Et sauf que l'incident que ça a pu avoir derrière, et ça c'est vraiment une problématique de gestion de risque, c'est qu'effectivement, c'était plus possible d'étiqueter les produits qui sortaient de l'usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut stocker, puis après, il y a des retards de livraison des grandes et moyennes surfaces, que derrière, il y a des amendes pour l'entreprise, etc., etc., etc. Et en réalité, ils n'avaient pas du tout pensé à ce risque-là. Donc, c'est vraiment cette problématique-là où on pense que c'est quelque chose d'anodin, et puis tant que ça fonctionne, surtout, on n'y touche pas. Très dangereux. Et là, en l'occurrence, en plus, pour revenir à cette histoire de référent, ils ne savaient pas du tout qui contacter, comment faire. Donc voilà, pour abonder, donner un exemple concret sur cet aspect-là, qui, j'avais pas pensé comme ça, mais le poids de l'histoire est assez intéressant sur ce sujet. Merci. Alors, je vais vous laisser la parole. Je pense que vous avez forcément des questions à poser. Donc on a encore un petit quart d'heure d'échange. Est-ce que vous avez des questions? Et si oui, je vous passe le micro. Juste une question peut-être un peu naïve, mais vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez eu la formule, quand l'attaquant il veut passer, il passe, vous l'avez dit plusieurs fois, est-ce que c'est vraiment une fatalité ou C'est vrai. Ok, d'accord. On peut parler avec ça? C'est vraiment une réalité. C'est plus facile dans certains cas que dans d'autres, bien sûr. Mais quand l'attaquant il veut, il passe. Soit il va user des stratagèmes, soit techniques, purement techniques et aucune difficulté, soit du type ingénierie sociale, où il va récupérer un certain nombre d'informations sur les salariés, sur l'entreprise, qui va lui donner des portes d'accès, directes ou indirectes. Mais l'attaquant, il va rentrer. Peut-être juste, si vous faites dans votre entreprise, si vous faites un test un faux phishing, est-ce que honnêtement vous mettriez votre main à couper qu'il n'y en a pas un qui va l'ouvrir? C'est ça en fait, hein, une attaque. C'est pas forcément. Souvent quand on s'imagine l'attaque très très complexe. Qui est travaillée pendant des mois, etc. Et c'est vrai, ça arrive, et celle-là, je vous confirme, elle passe. Mais en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à mettre en place et beaucoup moins coûteuses accessoirement et tout aussi efficaces. Les mails sur les rattrapages d'impôts, les communications d'identifiants de comptes de banque en ligne, les fausses factures de téléphone, tout ça, ça marche toujours aussi bien aujourd'hui, quoi. Ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Et malgré le fait que ça fait des années maintenant que tout le monde dit attention, 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 il y a des choses simples à faire, ça marche encore aujourd'hui. Alors maintenant, quand vous avez de la chance, vos employés ils vont vous dire tiens, j'ai reçu un mail bizarre, est-ce que tu penses qu'il faut que je clique? Ça déjà, c'est pas mal comme maturité. Mais souvent, il y en a au moins un qui va cliquer. Je sais que Provadis est assez spécialiste de ce genre de campagne. Il y en a toujours un. Toujours. Mais effectivement, on fait souvent des campagnes de ce type-là pour les entreprises. La moyenne du clic, c'est entre 15 et 20% de gens qui cliquent. Donc à partir de là, on peut imaginer des attaques plus ou moins complexes, plus ou moins étendues derrière. Du coup, pour également répondre, oui. De manière plus complète, il faut bien distinguer deux choses qui vont de pair avec ce qu'on disait sur l'analyse des risques qui découlent de cela. Vous allez avoir les menaces indifférenciées de masse, où là, effectivement, on rentre dans le phishing et dans toutes ces attaques-là. Et potentiellement, quelqu'un de votre entreprise ou de votre entourage peut se faire avoir. Et dans ce cas-là, se dire infecté par une attaque informatique. Ça peut arriver. Et ça arrive très régulièrement. C'est pour ça qu'on a mis en place des bonnes pratiques. Et puis, de l'autre côté, vous allez avoir les attaques ciblées. Et ces attaques ciblées-là, elles vont chercher à vous avoir, vous, en tant que société qui travaille dans un secteur particulier, en tant que particulier détenant des informations que souhaite avoir l'attaquant, etc. Et une fois que cette attaque ciblée cette attaque ciblée va passer par des choses qui sont
comment dire, concrètement, qui vont vous concerner. On va essayer d'avoir plein d'informations sur ce que utilise la société en tant que telle, quels sont les systèmes d'information, le nombre de salariés, d'éventuels commerciaux qui partent à l'étranger, des choses comme ça, pour ensuite cibler l'attaque et trouver le chemin qui aura le plus de chances d'aboutir. Et après, il faut se mettre dans la peau d'un attaquant. Comment est-ce qu'on peut essayer de se sécuriser par rapport à ça? C'est faire que l'attaque coûte le plus cher en termes de temps possible. Elle arrivera toujours, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on trouvera toujours un moyen de passer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de faire des tests d'intrusion, des tests de phishing régulièrement, etc. Mais la question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'on a mis en place suffisamment de sécurité pour qu'une éventuelle attaque ciblée, cette fois, pas de masse, puisse atteindre votre système d'information. Voilà. Peut-être en complément, pour finir, moi, il y a une idée que j'aime bien, c'est l'idée. En fait, il faut vous protéger suffisamment pour que l'attaquant se dise que ça va être trop compliqué et qu'il va plutôt aller chez le voisin, quoi. En fait, vous n'allez pas vous protéger de tout, sans exception. Mais de la même manière que quand on doit forcer une serrure à 5 points, c'est plus difficile que de forcer un simple verrou. Bah là, c'est la même chose. C'est plutôt d'encourager le hacker à aller voir à côté, en se disant ça coûtera moins cher, ça sera moins compliqué. Là, ça vaut pas la peine, ça va me prendre trop de temps. Bonjour. Justement, là, les risques étant tellement importants au niveau des entreprises, est-ce qu'à terme, est-ce que ça n'est pas en train de se préparer d'une sorte de réglementation type marquage CE, mais pour la sécurité, pour les objets connectés, pour justement avoir les niveaux minimums de bonnes pratiques et d'hygiène au niveau des matériels, tout ça sans bloquer forcément non plus l'innovation. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà connaissance de ces évolutions-là au niveau européen ou français, qu'on aille attaquer chez le voisin et pas en France ou en Europe en tout cas, en premier temps? Est-ce que vous avez des éléments sur cette sécurisation qui serait imposée finalement d'un niveau réglementaire? Il existe déjà un certain nombre de certifications ou de labellisations sur différents types de solutions, types de produits. Vous avez le PCI DSS qui vise à protéger les données cartes et donc qui est obligatoire pour les marchands et les commerçants manipulant de la donnée carte, avec pour objectif de garantir la non-fuite de données la non-fuite de données cartes en fait. Vous avez donc là, on est sur un système où il y a de l'audit et un tampon qui est donné régulièrement. Vous avez la norme ISO 27001 qui permet de faire un système de management de la sécurité de l'information qui aboutit elle aussi à une certification et qui démontre que l'entreprise est dans une démarche d'amélioration continue en matière de sécurité. Donc ça donne certaines garanties. Vous en avez, on ne va pas tous les citer, mais vous en avez d'autres. À ma connaissance, il n'y a pas de label ou de normes de produits sur les objets IoT. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être être une bonne chose pour aider le consommateur dans le choix d'un outil. Quand on voit qu'il y a eu un exemple que j'aime bien donner, c'était des poupées qui ont été détournées à des fins pour effrayer des enfants et puis récupérer des données. Quand on est consommateur, il n'est pas évident de savoir quel objet choisir et qui va garantir un minimum de sécurité ou en tout cas un non-détournement d'informations sensibles. Alors, effectivement, merci beaucoup. L'idée en tant que telle est effectivement très intéressante et mérite réflexion. Et c'est d'ailleurs ce qui est en cours. Après, il y a plein d'initiatives qui se lancent justement sur le sujet. La question centrale de ce type de marquage, c'est le référentiel. Quel référentiel utiliser? Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc en ce moment, il y a des projets ou des discussions qui ont lieu. Alors certaines plutôt à l'échelle régionale, des fois à l'échelle nationale. En Europe, je n'ai pas encore eu connaissance de ce type de discussion,
Mais je pense que c'est une réflexion de manière globale qu'il faut avoir sur le sujet. Et la question du référentiel pose tout de suite problème. Et la deuxième question sous-jacente, parce que je réponds à des questions par des questions, c'est beaucoup plus intéressant, c'est la question de est-ce qu'on fait une labellisation déclarative ou contrôlée ? Est-ce que vous allez déclarer être conforme au référentiel X qui sortira sur les objets connectés, ou alors est-ce qu'il faut d'abord un contrôle en amont pour pouvoir commercialiser son produit ? Et dans les deux cas, c'est qui paye ? Et là, encore une fois, on n'a pas répondu à la question. Donc, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pouvoir se dire un jour, est-ce qu'on pourra bénéficier d'un marquage clair pour les utilisateurs qui permettront ou qui permettra de dire que cet objet est dit sécurisé ou respecte un certain référentiel, mais la question du référentiel et la question de la labellisation, de la certification posent aujourd'hui des problèmes sur les processus à adopter. Et on a différentes visions selon les pays européens sur le sujet. Je voulais juste compléter sur le fait que quand on est en entreprise, parce que quand on est particulier, c'est plus compliqué, mais quand on choisit une solution, rien n'empêche dans la contractualisation d'aller vérifier que la solution répond à nos exigences de sécurité, de la contractualiser et de faire ce contrôle régulier. Et bon, dans ce cas-là, pas vraiment besoin d'une certification et le référentiel, il sera connu. C'est vous qui le définissez, le référentiel. Donc, voilà. Et il répondra à vos objectifs. Oui, en fait, c'était plus pour la partie personnelle que pour les entreprises où effectivement on a un cahier des charges où on peut aller aussi loin qu'on veut, enfin, qu'on veut en fonction de l'argent qu'on veut mettre aussi derrière. Est-ce qu'on n'a pas du coup condamné à attendre une sorte de catastrophe pour faire évoluer sur ce sujet-là? Peut-être pas une catastrophe, mais après, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que ça reste quelque chose d'extrêmement, extrêmement jeune, quoi. Le marquage CE, c'est quelque chose qui a quelques années maintenant, mais la problématique des objets connectés, les objets connectés eux-mêmes sont très jeunes, et la prise de conscience de l'extraordinaire faille et vulnérabilité qui constitue, elle est encore plus jeune. Donc je crois qu'il faut se laisser le temps aussi d'avoir la bonne approche. Il y a certainement une partie de ces sujets-là qui sera réglée par le RGPD, ne serait-ce que parce que les objets connectés que vous utilisez, vous envoyez des données personnelles dessus. Ça va être traité par les entreprises qui sont les fabricants ou les distributeurs de ces objets-là, et donc ils vont bien devoir se conformer à cette première réglementation. C'est un premier pas, il va certainement y en avoir d'autres, mais je ne suis pas sûre qu'une très grande rapidité, ce soit forcément la meilleure manière de procéder, dans le sens où c'est quelque chose de tellement complexe, de tellement évolutif encore. On commence à peine à comprendre de quoi on parle. Je pense qu'il ne faut pas trop se dépêcher d'encadrer ça trop strictement. Sinon, on risque de passer un petit peu à côté du sujet, je pense. Oui, ça a été un peu évoqué, mais je crois que l'objet connecté, vous entendez, oui, renvoie finalement à une innovation technologique. Et en fait, c'est un peu, j'ai l'impression, comme vous savez, dans les militaires, on appelle ça des systèmes air-sol. En fait, un satellite, c'est pas un satellite vraiment. Ce satellite n'a de fonction que parce que derrière, il y a une station au sol, il y a tout un système de transmission, etc. Enfin, je ne vais pas passer les détails. Donc, est-ce qu'on n'a pas finalement une même analogie à faire dans le contexte de l'objet connecté, où en fait ce n'est qu'une partie peut-être visible et puis commercialement marketing d'un système d'information d'un nouveau genre qui implique derrière une réflexion beaucoup plus en profondeur, ne serait-ce que sur la procédure de production des applications, le système DevOps notamment. Tout ça est enchaîné quelque part et nous amène au niveau de la R&D, de la recherche et développement dans nos domaines de la cybersécurité, à repenser pas mal de, je dirais, comme on disait autrefois, de middleware, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'authentification avec de l'IoT, comment on fait du chiffrement avec de l'IoT, comment est-ce que toutes ces questions traditionnelles de la cybersécurité sont transposables dans ce système air-sol finalement que sont les IoT. Alors est-ce que cette analogie, vous la partagez? Quelle réaction vous pourriez avoir par rapport à cette analogie? Alors,
on la partage bien volontiers, dans le sens où effectivement on a aussi tendance à considérer qu'un objet connecté c'est effectivement une carte réseau, une puissance de calcul, et qu'il faut pouvoir justement sécuriser ça comme on sécurise la plupart des objets type poste de travail, serveur, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis à disposition de la documentation sur le sujet, en disant voilà, comment est-ce qu'on fait aussi un système d'exploitation sécurisé. Un système d'exploitation, ce n'est pas que sur des postes de travail, mais c'est aussi sur de l'IoT. Comment est-ce qu'on va bien paramétrer ce type d'objets connectés, etc. Et on a sorti des documentations qui permettent aux exploitants de bien sécuriser ces systèmes-là. Et c'est pour ça qu'on fait régulièrement ce parallèle quand on parle des objets connectés. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement trivial. Oui. J'aime beaucoup pour ma part l'analogie, d'autant qu'il y a ce côté de je ne connais pas tout ce qu'il y a derrière cet objet. Et c'est vraiment effectivement un des risques, c'est cette perte de maîtrise de l'information qui va partir, ou pas. Et tout le monde n'est pas malveillant et il n'y a pas forcément fuite de données, mais c'est vraiment la perte de la maîtrise. Et si on fait une analogie avec le BYOD, Bring Your Own Device, qui à une époque avait beaucoup secoué les entreprises, l'idée étant que chacun pouvait venir avec son propre poste de travail, son propre ordinateur, et le connecter dans les entreprises. Et cette problématique était vraiment très structurante pour les entreprises qui soit ne savaient pas faire entrer un poste de travail qu'ils ne connaissaient pas dans leur système d'information, parce que ça créait des incompatibilités, et surtout dans tous les cas qui ne savaient pas comment les isoler du réseau pour que ce poste-là reste un équipement qui soit maîtrisé et qui ne soit pas un élément contaminant ou soit faisant entrer des éléments contaminants, soit sortant des informations sans la maîtrise. Et quelque part, cet IoT a forcé ce passage à ce système, puisque on apporte tous, même si on ne devrait pas, des équipements personnels dans des SI d'entreprise de manière directe ou parce que c'est autorisé, ou indirecte, des fois on s'en rend pas compte. Moi, je partage bien volontiers l'analogie aussi, mais c'est pas la première fois pour moi qu'on vit ça. En fait, on vit ça depuis que on s'est aperçu, mais ça fait je sais pas, peut-être 15-20 ans maintenant, qu'on pouvait plus protéger son système d'information en mode château fort, avec des murailles et des douves. Et voilà. Il y a eu l'irruption de la mobilité, il y a eu plein de choses qui ont fait voler en éclats cette idée-là, et qui ont fait quand même prendre conscience ou commencer à prendre conscience qu'un système d'information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un système d'information, bien sûr que c'est des ordinateurs et des serveurs, et voilà, mais c'est aussi des imprimantes, c'est aussi des systèmes d'alarme, c'est aussi des chaînes de production, c'est aussi des réseaux de distribution d'énergie, etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est finalement une vague de plus vers cette transformation de ce que c'est la conception assez traditionnelle qu'on avait du système d'information. C'est pas la première, c'est probablement la plus, j'allais dire celle qui aura le plus de conséquences compte tenu de tout ce que peut être un objet connecté. Mais c'est assez cohérent avec ce qu'on voit quand même, je trouve, depuis quelques années. Donc il nous reste 10 petites minutes pour terminer cet échange. Alors j'aurais souhaité justement rebondir sur tout à l'heure la labellisation SecNumEdu, pour vous parler justement de notre parcours de formation, agir comme référent cybersécurité en TPE-PME. Donc en effet, on a été labellisé il y a un mois, presque jour pour jour, c'était le 27. Donc nous avons souhaité justement proposer une solution pour les entreprises TPE-PME de Pays de la Loire. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de structures qui sont labellisées, qui proposent cette formation, en tout cas en région Pays de la Loire, beaucoup plus en Bretagne. Donc on a souhaité justement proposer cette formation
C'est une formation donc, qui se déroule sur 3 jours et demi à 4 jours, avec un tronc commun qui permet donc plusieurs compétences voilà, qui sont visées justement, notamment le fait d'analyser les besoins et pouvoir proposer des solutions en réponse vraiment aux problématiques des entreprises avec les ressources dont elles disposent, parce que parfois elles externalisent, en effet elles passent par des prestataires, parfois elles ont des ressources en interne. Donc l'idée c'est bien de pouvoir répondre au cas par cas et vraiment dans le sur-mesure. Également toute la problématique aussi autour du management, comment est-ce qu'on manage la cybersécurité. Voilà, on a parlé du rôle du RSSI, mais voilà, comment est-ce qu'on manage en tant que parfois chef d'entreprise, on doit occuper cette mission. Parfois, justement, c'est le responsable informatique, mais qui n'a pas forcément connaissance de toutes les problématiques cybersécurité, toutes les solutions qui sont à disposition. Comment conduire des projets, donc conduire des projets notamment en incluant la cybersécurité, des projets que ce soit des projets industriels, mais même des projets de développement commerciaux. Enfin, voilà, d'ailleurs qu'il y a plusieurs parties prenantes, qu'il y a des clients, qu'il y a des salariés. Voilà, il faut se poser les bonnes questions et du coup mettre en œuvre un projet en suivant les bonnes démarches et justement ces règles d'hygiène sécurité. Tous les conseils et les préconisations que peuvent faire les différents acteurs, voilà, on l'a vu Paris Cox, Provadis et l'ANSSI, on a des solutions à disposition et pouvoir identifier les bons acteurs pour y répondre, c'est voilà, l'une des bonnes démarches. Et enfin, comment agir vraiment pour prévenir et maintenir la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà le dispositif qu'on propose sur, comme je vous l'ai dit, 3 jours et demi à 4 jours, répartis sur un mois. Et donc le dispositif démarre le 20 novembre, ce sera notre première édition. Donc on essaie de s'adapter aux besoins et aussi au rythme d'activité des entreprises. Donc ce sera une journée de formation par semaine, pour ne pas trop impacter, parce qu'on sait que dans les TPE, PME, voilà, ça nécessite certainement une organisation, une mobilisation particulière. Est-ce que tu veux peut-être compléter, puisque pour ce dispositif, on est en partenariat justement avec Provadis. Merci. Oui, je voulais juste compléter sur le fait que ce dispositif, effectivement, c'est une journée par semaine, qu'on a souhaité faire quelque chose qui soit très pratique et qui ait un retour rapide pour l'apprenant par rapport à sa situation professionnelle, et que pendant ce mois, il y aura également un projet à mettre en œuvre, ou en tout cas une problématique rencontrée dans l'entreprise qui pourra être traitée et accompagnée et tutorée, et qui sera aussi l'objet d'échanges entre les différents participants et avec les différents intervenants. Et l'idée, effectivement, c'est de couvrir tout le sujet de la cybersécurité et surtout de donner les bonnes clés de compréhension, d'action et aussi de capacité à trouver les solutions. Parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui très outillé. On a les guides de l'ANSSI, vous avez la CNIL qui aide sur certains sujets. Il y a vraiment beaucoup de matière, et l'important, c'est de savoir quelle information peut aider, à quel moment et sur quoi reposer. Merci.